him. Taylor! Why did you run away? Security police. I'm in charge of this man. No longer, madam. He is now in the custody of the Ministry of Science. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape. Eh bien, salut à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vous propose un format court pour parler de jeux de rôle, mais cette fois je suis tout seul. Ce format est disponible sur l'audio de Pour une poignée de review ou en vidéo sur la chaîne YouTube de Pour une poignée de review. Aujourd'hui, on va parler de jeux de rôle à licence. Et quelle licence, puisqu'il s'agit d'une de mes favorites, vous le savez peut-être, La planète des singes. Alors, attrapez un snack, buvez un petit thé, c'est parti. Bien, alors, j'ai eu l'occasion le week-end dernier dans mon club de jeux de rôle de jouer avec des copains et des copines à Planète des singes RPG, le jeu créé par Andrew Gasca entre autres, qui est sorti cet été 2025. Ayant un peu peur de ce que ça pouvait donner, je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas acheté encore. Teasing. Mais le site a donné un format Quick Start qui est disponible sur DriveThru RPG. Je mettrai le lien dans la description pour avoir un aperçu des règles gratuitement, avec une présentation un peu de l'univers et avec des visuels magnifiques et le système basique sans le détail total, avec les règles et un petit scénario. Et aujourd'hui, ça va être surtout du scénario dont je voudrais vous parler. Alors, faut savoir que j'aime vraiment beaucoup La planète des singes. C'est un de mes univers fictifs favoris depuis très longtemps, depuis que je suis ado, depuis que je l'ai découvert. C'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai toujours une petite réticence envers les jeux, les RPG à licence comme ça. Je me rappelle, je sais pas si je l'avais évoqué en podcast, mais la catastrophe qu'est Star Trek Adventure pour moi. Ce jeu de rôle est complètement terriblement lourd et compliqué, je trouve, à mettre en place, à mener, mais aussi à jouer en fait. Et à quel point ça m'agace. Et souvent, les jeux de rôle à licence sont d'une lourdeur assez indescriptible. Ce qui les rend peu agréables à jouer de manière générale, qu'on soit MJ ou joueur-joueuse. Et d'ailleurs, on peut noter que les jeux de rôle à licence sont toujours, pas toujours, mais toujours des jeux de rôle tradis. Et ça, c'est peut-être dommage, parce que des univers comme La planète des singes, pourrait se porter à un jeu moins tradi, donc peut-être enlever un MJ, peut-être des systèmes sans dés, etc. C'est à réfléchir, je pense. Je suis désolé, je bois beaucoup, j'ai mal à la gorge. Aujourd'hui, je ne travaille pas parce que je suis épuisé. Donc c'était avec une certaine angoisse que je me suis lancé là-dedans. Quand j'ai vu qu'il y avait le Quick Start Rule qui était disponible gratuitement, j'ai annoncé direct à mon club que j'allais le faire, que j'allais proposer une partie de suite sans même lire le Quick Start Rule, mais sans même lire non plus le scénar. Et d'ailleurs, j'ai eu très très peur pendant un long moment, mais au fur et à mesure que je lisais ce système, ça allait mieux. Puis quand j'ai lu le scénario qui était disponible avec, ça allait plus du tout. J'étais très angoissé jusqu'au moment où la partie a commencé, et en fait ça s'est très bien déroulé, je pense, parce que c'était dans un cadre bienveillant avec les amis.
Il y a une théorie dans le jeu de rôle qui dit System does matter, et System does matter, c'est assez important aux USA. En France, on pourrait la traduire par le système a de l'importance. Le problème du mot système, c'est qu'il est très précis dans notre cadre de langue. Ça invoque un aspect technique, donc ça sous-entend que le système de jeu, donc ce qui est écrit dans le livre, a de l'importance. Sauf que dans la langue anglaise, mais dans le contexte américain, c'est plus global que ça. Ça veut dire le système dans sa globalité, donc le jeu en lui-même, mais aussi les règles de la table et les règles sociales qui ont cours ont de l'importance. Et ça, c'est quelque chose qui a, pour moi, de l'importance. C'est-à-dire que maintenant, depuis un long moment, j'ai pris la décision de prendre le système et de vraiment m'y tenir le plus possible, sauf dans le cadre où il déborde sur les enjeux sociaux de la partie. C'est-à-dire que je refuse qu'un système me mette en conflit avec mes amis, puisque je suis là pour jouer avec eux et elles, et je suis pas là pour mettre des choses compliquées. Donc, il a fallu que je m'adapte à la bienveillance de la partie et de mes joueurs et joueuses, et à la rigidité du système. Je suis allé un peu vite. Avant de vous parler de ce fameux système, je voulais déjà vous parler du PDF en lui-même, parce que, pour les personnes qui regardent ça sur YouTube, vous avez quelques images qui sont en train de défiler. Déjà, je tiens à signaler à quel point il est beau. Regardez, on a la chance d'avoir Taylor et Nova, et il est vraiment fichtrement beau, ce PDF. Les images sont très cool, et le texte en fait est très facile à comprendre, très bien expliqué, et visuellement très agréable à lire. Vous voyez, c'est très épuré, il y a des petits encarts partout, les textes sont courts et concis, et on comprend tout. Et tiens, ça tombe bien, j'arrive au attribute and skill, et donc au système de fonctionnement du jeu. Donc le jeu est un D6 somme toute très classique, donc on a des attributs, des compétences, des attributs et des compétences qui déterminent le nombre de dés à jeter, et on a une barre de difficulté qui va de 5, 10, 15, 20 suivant ce que dit le meneur ou la meneuse. Et mettons, on a un jet de dextérité à faire, et notre dextérité de 3, on lance 3 dés sur une difficulté qui a été décidée par le MJ ou la MJ. Toujours dans les dés que l'on lance, il y a un dé qu'ils appellent The Wild Die, donc le dé sauvage, hein, je suppose que ça peut être traduit comme ça, avec une complexification, c'est que le 1 et le 6, donc l'alpha et l'oméga, pourront apporter un bonus ou un malus sur la réussite sans engager la réussite. C'est-à-dire, et ça je trouve ça assez rigolo, c'est-à-dire que on peut tout à fait faire, donc le 6 serait l'alpha, le 1 l'oméga, et c'est marrant parce que c'est inversé, mais ils se sont plantés, mais ils ont été obligés de faire comme ça pour apporter du bonus ou du malus. C'est dommage, mais ça marche pas très bien, et c'est dommage. Ça aurait été limite mieux de l'assumer et de dire que le 1 est un bonus et le 6 est un malus, parce que le but de ce système AD6, c'est de faire le plus haut chiffre possible. Donc avec le 1, ça c'est mauvais, mais bon, ça marche pas avec le contexte d'alpha et oméga. Si vous avez vu le deuxième film, vous comprenez. Donc sur un 1, sur ce Wild D, donc sur ce dé sauvage, le 1 est un malus absolu, même si le reste du jet est une réussite. C'est-à-dire que, mettons, on a une difficulté de 10 et on fait un 12, et bien avec ce 1 dans ce 12, on réussit notre action, puisqu'on a réussi le jet, mais par contre, on a un malus sur autre chose. Ça peut être à la volonté soit du joueur, soit du MJ, soit de la joueuse, soit de la MJ. Mais inversement,
si toujours sur ce contexte de 10 on fait seulement 8, mais qu'on a un 6, eh bien on a un bonus supplémentaire sur autre chose. Ça peut être sur un contexte, donc t'as raté, mais là où t'aurais dû te blesser, tu te blesses pas. Ou tu gagnes un bonus, tu gagnes 100 mètres sur ta course poursuite ou un truc comme ça. Ça fait beaucoup 100 mètres. Donc ça c'était assez intéressant d'avoir ce petit wild day. Alors le truc c'est que on a donc 2 chances sur 6 d'avoir un bonus ou un malus supplémentaire, ce qui fait que le 1 et le 6 sont tombés très 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 souvent. J'avais 4 personnes avec moi autour de la table. Et presque à chaque tour, il y a quelqu'un qui m'a sorti un bonus ou un malus. Donc, ce que je faisais, c'est que je donnais tout simplement, au bout d'un moment, j'ai donné tout simplement des points de héros. Donc, les personnages ont des points de héros qui sont déterminés mathématiquement. Je sais plus comment, c'est pas très intéressant. Mais en gros, c'est le fameux point de narration que prend. C'est lorsque le joueur, la joueuse prend la narration sur l'histoire, prend le pas sur la narration. Alors, dans la règle concrète, je me souviens plus exactement ce que ça dit. Ça permet juste de relancer un dé ou d'améliorer la réussite. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Hero point, redo, reroll, failed roll, just a flesh wound. Donc, si on a une blessure, on dégraisse la gravité de la blessure. J'y viendrai tout à l'heure. Voilà, ce genre de choses. Moi, j'aime bien impliquer les personnes dans le truc. Donc là, c'est là où j'ai modifié un peu le système. J'ai décidé que le point de héros permettait de prendre le pas sur la narration. Ce qui implique les joueurs et les joueuses dans le sens où ils ont la responsabilité de ne pas faire n'importe quoi avec la narration à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en gros, ils l'utilisaient pour ne pas échouer. Et ils ne l'ont jamais utilisé pour réussir, alors qu'ils pouvaient tout à fait. Mais des fois, les tirs ratés, tant pis, j'ai raté mon action, c'est pas grave. À un moment, ils devaient passer une plateforme assez dangereuse. Les 4 ont raté leur jet, et donc les 4 auraient dû chuter, et les 4 ont utilisé leur point de héros pour ne pas chuter, tout simplement. Mais par contre, on a eu un combat juste après. Certains ont raté leurs actions, et c'était pas grave. Ils l'ont gardé comme ça. Il y a une joueuse qui a été assez gravement blessée. Elle n'a pas utilisé son point de héros pour annuler sa blessure. Pourquoi pas, ça c'est à la liberté des joueurs et joueuses. Donc le point de héros, c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de jeux orientés action. C'est pas particulièrement rare, mais je trouvais sympa de l'avoir, surtout en combinaison de ce point de ce dé d'alpha et d'oméga que l'on retrouve également dans beaucoup d'autres systèmes. Autre point un peu complexe, je trouve, par rapport à ce système de D6 et qui pour le coup alourdit la narration, et dans le cadre d'un jeu de rôle à licence, je trouve ça dommage. On a un système de défense qui est très 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 lourd. C'est-à-dire que lorsque l'on a un combat, d'ailleurs, le jeu, je trouve, est très orienté sur les combats, et ça c'est dommage parce que la planète des singes, pour moi, c'est pas forcément que la bagarre. Il y a beaucoup de politique et beaucoup d'enquêtes, mais il y a tout un chapitre sur le PDF qui est orienté sur le combat, et le scénario qui est fourni avec le PDF est très orienté combat, et ça, je trouve ça un peu dommage. Donc les combats sont assez classiques techniquement, mais ils ont une petite particularité que j'aime bien, c'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle la SRP défense. La SRP défense, c'est-à-dire que nos personnages ont 3 types de défense. Une défense basée sur la surprise, donc lorsqu'ils sont attaqués alors qu'ils ne s'y attendaient pas, ou lorsqu'ils attaquent alors que l'adversaire ne s'y attend pas. Une défense de ready, donc une défense permanente, et une défense psychique, parce que vous connaissez La planète des singes, et notamment le 2e film. Ce que j'ai trouvé assez sympa avec ce système, c'est que il émule quelque chose qui est vrai dans les films, c'est-à-dire que il y a 2 jets d'initiative. Donc lorsqu'on commence un combat,
presque toujours, pas forcément toujours, on peut faire un combat rangé dès le début, mais presque toujours, et il y a un des deux camps qui est pris par surprise. Et donc on jette un jet d'initiative sur une certaine compétence, je sais plus, je crois que c'est la volonté, dans le cadre de la surprise, pour établir un premier tour de jeu. Et une fois que ce premier tour est complété, on relance l'initiative, basée cette fois sur la dextérité, je crois, à moins que ce soit l'inverse, je ne sais plus, pour établir une règle de combat rangée où les personnages sont prêts. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouvait dans les films, puisque très souvent, Charlton Heston était pris à partie, donc il s'y attendait pas, on lui tire dessus, il se met à couvert, donc là il perd son premier tour, il a le temps de se repérer et de comprendre ce qui se passe, et puis il se ressaisit et il engage le combat. On avait ça un petit peu aussi dans le troisième, et dans le deuxième, et dans le cinquième. Et donc ça, c'était un aspect que j'aimais bien, qui n'alourdit pas tant que ça le jeu. Qu'est-ce qu'il y a, Marcel ? Et donc c'est un système que je trouve assez chouette et qui n'alourdit pas tant le jeu, puisque passer le premier combat, qui arrive assez vite d'ailleurs dans le scénario, dans ce scénario-là, donc les joueurs et les joueuses l'assimilent très rapidement, et donc le combat suivant, hop, on relance l'initiative une deuxième fois, tout le monde est OP. Je crois que c'était présent dans Alien, mais je suis pas sûr, je me souviens plus. Par contre, ce qui alourdit assez terriblement le système, et ça c'est vraiment très pénible, le jeu impose un système de différence entre la défense et l'attaque pour déclarer les blessures. Ouais, c'est compliqué. Donc, mettons, il y a un attaquant et un défenseur. L'attaquant lance son dé d'attaque basé sur une certaine défense, donc la SRP, soit la défense surprise, soit la défense rangée. Et mettons que l'attaque passe. Eh bien, on lance, comme dans tous les jeux, les dés de dégâts qui vont établir, qui vont faire une différence entre à nouveau cette défense, mettons qu'elle soit de 9, et les dégâts qui, mettons, soient de 15, vont établir une graduation de blessure, parce que les personnages n'ont pas de points de vie, ils ont 4 états, 5 états en réalité, puisqu'il y a l'état classique, l'état stunned, l'état blessé, l'état handicapé et l'état mortellement handicapé. C'est pas handicapé le mot, mais je vais le retrouver dans une minute. Incapacité. Donc, nous avons les 4 états, stunned, wounded, incapacitated et mortally wounded. Évidemment, ça va être une jauge de graduation des dégâts. Pour savoir dans quelle graduation on se trouve, il va falloir calculer la différence en termes de multiplication entre les dégâts et la défense. Voilà. Si la dégâts dépasse juste un petit peu la défense, on est juste stunned. Et stunned, c'est assez punitif. D'ailleurs, les combats sont très punitifs et assez mortels. Stunned, on perd tout simplement son tour. Voilà, on ne peut pas agir parce que on est choqué, on a été légèrement blessé, il s'est passé quelque chose, on perd son tour. Si on obtient un multiple du double, c'est-à-dire que mettons que la défense soit à 9, le résultat des dégâts est de 18, eh bien on est wounded, donc blessé. Donc non seulement on perd son tour parce que stunt, mais en plus on doit faire un jet pour savoir si on reste debout ou si on s'effondre, et en plus de ça, on a un malus sur tous nos jets pendant tout le combat, voire même après, de 1 dé. C'est-à-dire que quelle que soit l'action, on perd un dé quoi que l'on fasse. Si le multiple est de 3, c'est-à-dire que, ça je vais pas y arriver, donc si on avait 10, eh bien on est à 30, si on avait 10 de défense, on est à 32 dégâts, eh bien on est à x3, on est incapacité, là tout simplement, bloom, on tombe dans le coma. Et si on est à 4, donc on avait 10, on fait 42 dégâts, et ça m'est arrivé, ça est arrivé une fois pendant la partie, on est mortally wounded. Alors là, en fait, on tombe dans le coma, on ne meurt pas immédiatement, on tombe dans le coma, et tout le
nombre de rounds de combat, on va devoir lancer 2 dés sans capacité particulière, mais par contre ces 2 dés vont devoir faire un résultat strictement supérieur au nombre de tours que l'on a déjà passé. Donc c'est-à-dire que si on tombe mortally dès le premier tour, on a peu de chance de faire un 1 avec 2d6, donc ça va, on n'a aucune chance en réalité. À partir du deuxième tour, on a peu de chance, on peut faire 2, 3, 4, etc. etc. Sauf que là, moi ça m'est arrivé dans le scénario où les joueurs et joueuses sont tombés sur un piège. J'ai fait un jet de dégâts, le piège c'était un tronc qui tombait, c'était inclus dans la base, le tronc d'arbre tombe sur la personne. Mortally wound, j'étais bon, qu'est-ce que je fais? Je leur ai laissé une action aux 3 autres pour voir ce qu'ils faisaient, pour voir s'ils arrivaient à trouver à me surprendre. Ils n'ont pas réussi, le personnage est mort. Voilà, donc c'est un système très punitif, très dur, et surtout très alourdi, parce que à chaque tour où les dégâts passaient, il m'a fallu sortir ma calculatrice pour savoir si c'était du x2 ou du x3, pour voir les dégâts que recevaient mes PNJ, ou pour voir les dégâts que recevaient les joueurs et les joueuses. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment pénible, et j'ai vu dans les regards des personnes qui étaient avec moi que c'était lourd. Et c'est dommage parce que ça alourdit un système qui, comme je l'avais dit, était assez bien calculé et assez léger. Et je peux comprendre qu'il faille une échelle, mais dans ce cas-là, si on veut faire une échelle, peut-être que plutôt que des points de vie, ce qui fonctionne bien narrativement, je trouve, vu qu'on est dans un jeu à licence, je trouve dommage de l'avoir alourdi avec ce système de suivant le nombre de défenses, machin. Peut-être qu'il faut tout simplement enlever la défense et suivant la réussite, dire on est blessé ou pas. Voilà, c'était peut-être à moi de le changer d'ailleurs, ça, mais système does matter. Oui. Ah, mais qu'est-ce qui se passe quand t'es mort? Je peux plus jouer? Ouais, tu peux plus jouer. Oh, c'est nul. Ouais, c'est le jeu. D'ailleurs, on a une question du public présent. Qu'est-ce qui se passe quand t'es mort? Tu peux plus jouer? Ben oui. Et donc, le scénario avait prévu ça. Hop, le scénario fournit 4 personnages qui étaient pré-générés. 6, personnages pré-générés. Et donc, c'est un scénar que l'on peut jouer de 4 à 6 joueurs-joueuses. Mais il y est mentionné dans les conseils que c'est bien de jouer à 4 parce que le système est tellement punitif qu'il y aura des morts et que pour que les personnes autour de la table ne s'ennuient pas et puissent rejouer. Et d'ailleurs, ça a été le cas. On a eu un mort assez rapidement. On peut prendre les 2 autres personnages pré-tirés. Donc on va parler du scénario fourni avec cette base. Je ne sais plus comment il s'appelle. Hunted on the Planet of the Apes by Andrew Gasca et E.L. Thomas. Et donc on va trouver la fameuse difficulté de ce scénario, c'est que je ne pense pas que Andrew Gasca soit un rôliste et je ne pense pas que ce scénario ait été ne serait-ce que testé. On a un scénario de chasse ma foi assez classique et plutôt accrocheur, puisque on a trouvé dans une zone reculée, on n'est pas dans Ape City, on est ailleurs. Ape City, donc pour les personnes qui ne connaissent pas la planète des singes, c'est la ville des singes principale dans les films. On est dans une petite ville assez reculée où il se passe pas grand chose et un singe, une gorille exactement, a été retrouvée morte, massacrée par quelque chose. Mais il y a une règle dans la planète des singes, c'est que apes shall not kill apes. Les singes ne tuent pas les singes. Même si les singes ont beaucoup, mais vraiment énormément de problèmes dans leur société, dans leur civilisation, il y a une règle qui ne déroge jamais. Les singes ne s'entretuent pas. Le meurtre n'existe pas. C'est pas simplement qu'il est proscrit, c'est qu'il n'existe pas. Officiellement. Et donc, il y a quelque chose qui a tué cette gorille, mais ce n'est pas un animal sauvage qui l'a tué. On ne sait pas ce que c'est, et évidemment, il existe des humains qui sont sauvages, mais qui sont plutôt comparés
comparable à des animaux sauvages du genre des rats, mais gros comme des vaches, quoi. Donc pas très intelligent, relativement passif, mais capable de violence assez explosive dans certains cas. Et voilà, mais ça colle pas exactement. Mais bon, voilà, on se dit c'est probablement des humains qui l'ont tué, donc on organise une grande chasse à l'humain dans cette zone sauvage perdue. Et donc les joueurs et les joueuses prennent des personnages qui vont en safari et se retrouvent dans une zone très sauvage et très dangereuse dans laquelle, quelle que fût leur préparation, ils n'auront aucune aide puisque le scénar commence immédiat res avec la perte, le réveil en pleine nuit, donc ça je déteste ce concept-là dans le jeu de rôle, le réveil en pleine nuit, dans les cris de douleur et de souffrance des compagnons et des gardes qui sont tous morts. Quoi ? Alors, à nouveau, le public me demande, mais pourquoi tu détestes ça ? Parce que c'est une accroche que je trouve particulièrement flemmarde et lazy. Donc, c'est trop facile de faire commencer les joueurs et les joueuses en disant « Vous vous réveillez dans la nuit, tout le monde est mort ». Voilà, qu'est-ce que vous faites ? Oh là là. Et donc, en fait, on balance nos personnages dans une carte. Voilà. Et ils appellent ça une sandbox. Donc le jeu va être très simplement articulé autour de description de la zone. Donc on va en zone 5. Ah ok, alors en zone 5, qu'est-ce qui se passe ? La zone 5, c'est Climbing Wines. Ok, donc c'est une petite clairière devant laquelle vous trouvez un parterre de fleurs, machin, truc. Et c'est très problématique parce que une sandbox ne fonctionne que si on a un but très concret. Là, on est dans une chasse à l'homme. Clairement, moi, tu te réveilles et tu me dis tous mes gardes sont morts. Bon, je me casse. Oui, puisque je suis un personnage. Ce sont pas des guerriers, ce sont des personnes limite des nobles. Hein, donc on a le garde de la ville, on a une policière au milieu. Et un ancien militaire, c'est tout. Tous les autres, c'est un journaliste, un gardien de la loi, donc une espèce de prêtre, ce genre de choses. Et logiquement, il y a rien qui force les personnages à rester. Et chaque nouvelle zone qui va être découverte sera un danger, en fait. C'est très simple, il y a une zone qui n'est pas un danger, il y a une zone où il y a des petits oiseaux cuits très mignons et très gentils qui amènent au repos. Et c'est tout. Tout le reste, les personnages arrivent et se trouvent face à un danger. Et les rares fois où ils ne se trouvent pas face à un danger, par exemple la rivière qui coule, il y a une rivière, les personnages ont soif, ils cherchent de l'eau, et donc ils arrivent sur une rivière, pas de danger. Sauf qu'il y a une mention, au bout d'un certain temps, faites intervenir un danger. Donc en gros, le but c'est de mettre la pression aux joueurs et joueuses pour qu'ils bougent tout le temps à la recherche du danger. Et je trouve ça catastrophique et terriblement mauvais. Et surtout, la difficulté est d'une horreur tout simplement imbattable. Tiens, j'ai pris, sans le faire exprès, l'exemple de la vigne rampante. Donc étape numéro 5, ils arrivent sur un espèce de plateau dans lequel il y a un parterre de fleurs. Au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est une vigne mangeuse d'hommes. Et le scénar dit, pour établir le nombre de vignes, vous lancez un dé et vous rajoutez 4 et vous avez le nombre de vignes tueuses. Coup de bol, moi j'ai fait un 2, donc je me suis retrouvé avec 6 vignes tueuses. J'ai commencé à remplir mon petit tableau pour dire combien il y a de Murdervine. Et j'attrape sur ma tablette les caractéristiques de la Murdervine. Eh bien, c'est très simple. Une vigne a une défense complètement impénétrable. Murdervine a une difficulté de défense de 15. Et vu que, en l'occurrence, les personnages sont sur son terrain et que c'est elle qui attaque,
elle est toujours en défense prête, en défense ready, et les personnages ne pouvaient pas faire 15. Il y en avait un qui pouvait éventuellement le faire avec son couteau, même pas avec le fusil. Et donc, il se retrouve face à 6 monstres comme ça, et quand bien même l'attaque passe, eh bien, je rappelle que pour la battre, il faut faire un multiple de 2 ou de 3 ou de 4 pour pouvoir la vaincre réellement. Et donc c'est en gros, si tu fais pas 30 de dégâts ou 45 de dégâts, tu ne peux pas. Voilà. Et donc c'était voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que un des personnages était un chasseur aguerri, et je lui ai dit, tu sais toi-même à quel point c'est dangereux les vignes. Je lui ai fait un rapide descriptif, je lui ai dit, t'en as déjà rencontré, il y avait eu des morts, tu sais que t'es pas à ton avantage, et donc ils ont décidé de fuir à bonne raison. Voilà, autre caractéristique, on n'arrête pas de nous dire, donc, est-ce que je divulgâche ? Si oui, je vais divulgacher, voilà, vous êtes au courant. Attention, je vais mettre un timecode, si vous voulez, dans la description pour vous dire quand est-ce que je reviens sur le sans divulgachage. Il se trouve que les adversaires dans ce scénar sont des êtres humains de l'ANZA, donc comme Taylor dans le premier film et comme le héros dans le deuxième film, 3955 représente. On a des astronautes qui sont là complètement par hasard et qui sont à la recherche de leurs 2 amis astronautes, je crois, 2 ou 3 amis astronautes qui ont disparu. Donc ça, c'est une accroche pour une éventuelle suite que l'on peut faire si l'on veut. Les personnages sont décrits assez sommairement, mais de manière intéressante, c'est-à-dire qu'on a Nox, la commandante, qui souffre de psychose due au voyage. Donc les personnages sont en stase pendant qu'ils dorment, comme dans Alien. Et il se réveille et en l'occurrence Nox est en psychose totale, et donc tout ce qu'elle veut, c'est retrouver ses amis et tuer les singes en passant. Là, pour les personnes qui regardent sur YouTube, je suis en train de montrer les fiches de personnages. Ah non, j'ai une pub. Et il se trouve que ces adversaires sont censés faire des attaques, comment on dit, des attaques coup de poing, des attaques, on arrive, on fait une attaque, on repart. Sauf que le système est très lourd pour ça, une fois de plus, donc on lance le machin, vous prenez une balle, ils repartent. Et vu que le système est extrêmement punitif, la seule rencontre qu'il y a eu, j'ai voulu faire une attaque coup de poing comme ça, sauf que par souci d'égalité, je me suis dit, tiens, le personnage qui est en train de monter la garde, c'était de nuit, je t'autorise un jet de réflexe ou je sais plus quoi, un jet de surveillance, qu'il a réussi haut la main, et donc je lui ai dit, tu entends du bruit à tel endroit. Un peu de psychose, je tire. Il réussit son tir immédiatement. Le personnage qui était en base ready ou surprise, non, c'était la même puisque c'était un des, voilà, se prend la balle. Il est retrouvé de suite immédiatement, machin. Donc qu'est-ce que je fais ? Je fais intervenir l'autre personnage, machin. Et donc la fin du scénario a été un petit peu précipitée, mais quelque part c'est pas plus mal parce que le jeu de chat et la souris à plein d'endroits différents, où à chaque fois qu'on rentre, c'est du porte-monstre sans trésor, tout simplement. C'est un peu redondant et lourd sur une soirée, donc ils ont réussi à raccourcir le scénario sans le vouloir. Mais du coup, je n'ai pas pu mettre en place le système attaque coup de poing des antagonistes. Et honnêtement, en étant juste envers les joueurs et les joueuses, je vois mal comment c'était faisable. C'est-à-dire que pour le coup, ça serait injuste. Le système de dégâts est tellement punitif que on fait une attaque des personnages, des antagonistes, on a une chance sur 2 presque de les tuer, de tuer un des personnages joueurs. Donc soit ils sont au courant, soit on triche en faisant du bruit derrière le paravent, c'est-à-dire en faisant semblant que l'attaque ne fait que soit blesser, soit stun, assommer le personnage. Et donc, on ne respecte pas le système pur, le système technique du jeu.
juste pour respecter l'ambiance. L'ambiance a énormément d'importance, ça fait partie du système global. Donc c'est un jeu d'équilibre permanent et c'est dommage. Voilà, moi je trouve ça nul. Si j'écris un scénar avec des personnages comme ça, j'établis qu'ils ne respectent pas le jeu. Comme c'est dans Sombre, il me semble, on peut très bien faire en sorte qu'un personnage se téléporte d'un point A à un point B, mais c'est dans le contrat social que l'on a passé avec les joueurs et les joueuses. Ils savent que le MJ ou la MJ triche, fait ce qu'il veut ou elle veut de ces personnages. Là, on a quand même une insistance sur les règles et donc on nous présente... Bref, vous avez compris là où je veux en venir. Donc le scénario fourni avec cette base n'a clairement pas été joué. C'est un fait, j'en suis sûr à 100% parce que il y a plein de rencontres, il y a plusieurs rencontres, là j'ai donné un exemple, mais il y a plusieurs rencontres et à chaque fois c'est impossible. C'est-à-dire que c'est pas 6 personnages prétirés qu'il aurait fallu, c'est au moins 12 pour pouvoir arriver jusqu'à la fin. Voilà, ça c'est pour mon avis sur ce scénar en particulier, dans le contexte d'un jeu fourni gratuitement, d'une base de règles fournie gratuitement en supplément d'un jeu qui ne l'est pas. Néanmoins, la partie s'est quand même très bien déroulée, on a pas mal rigolé, on a passé un bon moment, j'ai eu de bons retours, peut-être qu'on m'a menti, peut-être pas, je pense pas qu'on m'ait menti. Et la question était pour moi de savoir, est-ce que le jeu est suffisamment accrocheur pour que je le fasse importer des États-Unis ou que je trouve un revendeur en Angleterre pour le faire venir et pour le faire jouer? Eh bien, j'hésite encore. Voilà, je vais attendre une année, je pense, parce que mon anniversaire est en été, et vu le prix, le jeu en lui-même n'est pas extrêmement cher, mais bon, le faire importer, ça coûte quelque chose, donc je me laisse 6 mois de réflexion pour voir si je me le prends, ou si on a une éventuelle annonce de traduction, ce dont je doute assez fort, peut-être Asylum, puisqu'ils aiment bien les jeux à licence en ce moment, mais j'en doute assez fortement, parce que c'est quand même un public niche, les fans de la planète des singes mondiaux, mais alors encore plus en France. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que je n'ai pas été trop assommant pendant cette quarantaine de minutes. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'année, et à bientôt.